centre, il y a un bon coup de tête de Bravo, mais à côté du but de Olmeta. Tête plongeante. C'est-à-dire qu'il a voulu passer devant le défenseur marseillais, qui était Dimeco, me semble-t-il. Alors évidemment, il était un petit peu court. S'il ne lui était pas passé devant, c'est Dimeco qui aurait eu le ballon. Comboiré. Fournier, un long ballon. Tira en touche. Et les Parisiens qui ne baissent pas les bras, c'est bien. Zlatko Vijovic. Suzic. Sanjak. Zlatko, Suzic, c'est bien fait. Bien joué, mais Olmeta sort. Ah oui, très vigilant Olmeta. Très vigilant. Quelle relance à la main. Juste au milieu du terrain. Ballon qui a été dégagé de la tête par Comboiré qui est allé mourir en touche. Ils attendent les Marseillais. Ils attendent le coup de sifflet final de Monsieur Lenné. Eric Cantona a joué Thierry hier avec la 3e division dans l'Olympique de Marseille. C'était un match important parce que l'autre équipe de Marseille, Andoumé, qui s'était distinguée en Coupe de France. Andoum, oui. Andoum, oui. Oui. Un quartier de Marseille, Tout à fait, de la oui. mer. Oui. Eh bien, si les Marseillais battaient Grenoble, ils permettaient pratiquement à Andoum de monter en 2e division. Oui, mais c'est Grenoble qui a gagné. Mais Grenoble a battu Marseille. Cela dit, Andoum a compris que son destin ne dépendait que de lui. Et les joueurs d'Andoum sont allés gagner avec Frigou, le meilleur buteur du groupe, sont allés gagner à Toulon. Donc Andoum a toujours son petit point d'avance sur Grenoble. Non, c'est Coupe Sud. Pardo, lui, puisqu'on en est aux nouvelles des joueurs marseillais, Pardo a été opéré vendredi. Ça s'est bien passé, mais il lui faudra 2 à 3 mois avant de pouvoir rejouer au haut niveau. Pardo, problème de genou. Et Basile Boli, un petit peu KO. Qui peine à retrouver ses esprits. Bien soigné par le kiné de l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de ballon. Sans ballon, c'est difficile. Voilà. Manuel Amoros ou Carlos Moser. Non, finalement, le Brésilien du pied droit. Rendu le ballon aux Parisiens. Reste 3 minutes environ. 6-15 code TF1. Tout savoir. Coupe de France, le tirage au sort des quarts de finale. Attention, Sanjak qui va centrer. Et Vijovic quand il manque ce ballon, mais c'était sifflé. Il y avait un hors-jeu au départ de l'action du jeune Parisien. Amoros et Moser qui remontent en marchant. Janol. Amoros. Stojkovic. Sur Comboiré. Fournier. Abedi Pelé. Stojkovic. Non, Liasser plus prompte. Il manque un petit peu de match, Dragan Stojkovic, un petit peu de rythme. Ce sera une touche. Non, elle est sauvée par Suzic. C'est sur cette tête d'Amoros. Centre de Suzic. Ah là, il a bu. Non, oh là là, tête terrible de Zlatko Vijovic et superbe parade de Pascal Olmeta. Coup portant. Et il est content, Pascal. D'autant qu'après, il y a eu une deuxième chance pour les Parisiens qui, elle non plus, n'a rien donné. Sinon, ce corner que va tirer Jean-Pierre Bosser, l'une des dernières actions de ce match. Sortie d'Olmeta qui prend le ballon. Il conclut le travail. Superbe condition physique du gardien de l'OM et relance à la main immédiate. Abedi Pelé.
Oh, belle balle en cloche, mais elle sera pour battre, c'est celle-là qui lui s'en va. Allez, à la manière de ce que faisait Olmeta l'année dernière au Racing. Il l'avait déjà fait, Bax, dans un match de Coupe de France. Bosser. Bravo. Et on verra dans les images que le gardien d'Ajaccio a fait la même chose hier soir sur son terrain face à Cannes. On joue les dernières secondes de ce match. Pour le dernier corner certainement de la rencontre en faveur du Paris Saint-Germain. Suzic. Ah oui. Reprise de volée acrobatique de Camboire, mais complètement manquée. Pas trop content Suzic. Il espérait beaucoup de cette rencontre. Il l'avait confié. Notamment dans l'équipe d'hier. Il aurait bien voulu un grand match du PSG pour ce match au sommet des huitièmes de finale de la Coupe. Et coup de sifflet final donc de Monsieur Lenné pour cette victoire de l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le Paris Saint-Germain au Parc des Princes par 2-0. Des buts signés Laurent Fournier, 45e minute, et Jean-Pierre Papin sur penalty après 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et comme ils en ont pris l'habitude, certains joueurs de l'Olympique de Marseille sont allés voir leurs supporters et leur ont distribué les maillots. Et ils entament une jolie danse, Casoni. Boli. Thierry, Oui. avec Jean-Pierre, c'était des larmes mercredi. Aujourd'hui, c'est le sourire, tout va bien. C'était pas des larmes, c'est que j'avais mal à mon œil et que j'étais un peu déçu de pouvoir rien voir de ce que les autres ont vu parce que c'était difficile. Alors, vous avez failli ne pas jouer ce match et puis vous avez pris la décision au tout dernier moment. Comment ça s'est passé? On en a parlé, on a attendu de voir les résultats des spécialistes et bon, ça a donné simplement un voile devant les yeux et tant que ce voile n'est pas tout à fait parti, bon, c'est gênant mais on arrive à jouer quand même. Quoique pour les appuis, c'est difficile. Alors, on appelle ça une toxoplasmose. Alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste au juste? Vous souffrez? Vous avez un voile devant les yeux? Ouais, non, mais c'est un virus qui s'est réactivé et qui tâche des zones dans mon œil. Et bon, cette fois-ci, ça s'est localisé juste dans le plein centre. Et bon, c'est ce qui donne un peu ce voile, mais ça va passer. Jean-Pierre en rêve toujours pour l'OM, Détroit, la Coupe de France, le championnat et la Coupe d'Europe. Vous pensez vraiment que c'est possible? Ouais, vous savez, on joue match par match en ce moment. Bon, on a déjà un gros objectif, c'est Bari. Maintenant, le reste, on doit être quand même bon pour garder notre titre. Et puis la Coupe de France, c'est comme il y a 2 ans, c'est un peu pour le plaisir. Et je crois qu'on était arrivé tranquille aujourd'hui et il a fallu qu'on arrive devant le parc pour se faire vraiment bombarder par des pierres des supporters du PSG. Et je crois que c'est ça qui nous a motivés. Il reste que l'OM est devenu l'équipe de la France, on le dit souvent. Vous savez, à un moment, c'était Saint-Etienne, ça a été Reims et Bastia. Maintenant, c'est l'OM. Et c'est tant mieux pour le football français parce que c'est vraiment une super équipe. On se retrouve pour Téléfoot tout à l'heure avec Jean-Pierre. Voilà, merci à Dominique Grimaud, merci au capitaine de l'Olympique de Marseille, donc toujours en course évidemment pour ce super grand chelem. Avant de nous quitter, un petit coup d'œil, un petit résumé de notre ami Gérard Van der Gude, quand vous voulez, sur ce qui s'est passé en ce beau dimanche après-midi de printemps au Parc des Princes, où 40 000 spectateurs avaient pris place, pas tout à fait 35 000 dirons-nous. Voilà, ça c'est le but de la 45e minute, un coup franc de Manu Amoros et un contrôle et une frappe du gauche de Laurent Fournier, ce qui permet aux hommes de Raymond Goethals d'arriver au repos 1-0. Il faut dire qu'ils avaient bien dominé la deuxième partie de cette première période et c'est un petit exploit que réalise Laurent Fournier. Contrôle et frappe malgré un angle un petit peu fermé. La bonne sortie de Joël Batz. Un joli coup franc de Manu Amoros, devenu un expert lui aussi dans ce genre de coup de pied arrêté pour mettre ses attaquants, ses fabuleux attaquants sur orbite. Là, c'est un milieu de terrain qui marque, mais le coup n'en est pas moins beau. Il sort Joël Batz, mais il n'y a rien à faire à la mi-temps, donc le Paris Saint-Germain mène 1-0. Là, c'est Dimeco qui centre. Belle reprise de volée acrobatique de Jean-Pierre Papin de l'extérieur du pied droit.
Batz est à la parade. Ballon perdu par Sen et immédiatement, petite cause, grands effets. Abedi Pelé pris en sandwich par le tandem Angloma-Cambouaré. Monsieur Lenné n'hésite pas et siffle le penalty en faveur de l'Olympique de Marseille. 54e minute, Papin, petit filet. Joël Batz est battu à ras de terre et Papin s'en va saluer les supporters de l'OM. La reprise de Zlatko Vijovic, un petit peu trop pressé, manque de confiance, avait dit Frédéric Jaillant sur cette action. Et puis un joli coup franc de Philippe Janol qui passe au ras du montant gauche de Pascal Olmeta, impérial sur cette pelouse du Parc des Princes. La sortie de Waddle, héros encore une fois du match, il a été remarquable à 20 minutes de la fin. Susic sur le côté gauche. Susic qui n'a pas réussi à enflammer son équipe comme il l'aurait aimé. Il donne un ballon de la tête sur la tête de Zlatko Vijovic et une parade réflexe de Olmeta. Vraiment un grand match du gardien de but de l'OM et une victoire finale 2-0 donc pour l'Olympique de Marseille qui participera dans une demi-heure maintenant au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera dans Téléfoot que je vous invite à suivre en compagnie de Frédéric Jaillant et Dominique Grimaud. Ce sera après une page de publicité. Merci à Gérard Vandergut et à nos amis de la SFP. C'était au Parc des Princes où l'Olympique de Marseille a battu le Paris. Peut-être pas au début. Au début, bon, on a cherché ses marques un petit peu et du moment qu'on a, en fin de première mi-temps, qu'on est parvenu un peu à presser, surtout l'arrière-défense, à ce moment-là, bon, ça est devenu plus facile. On a marqué juste avant le thème, ce qui est un très bon moment. Et puis bon, en deuxième mi-temps, il y a eu l'action individuelle. Le thème, c'est la mi-temps. Hein? C'est bien ça, c'est la mi-temps. Et alors, il y a eu l'action individuelle de Pelé. Et bon, alors à 2-0, on a géré la rencontre. On va revenir, Raymond, sur les images de votre victoire de mercredi soir. Mais avant, dites-nous, est-ce que vous avez eu peur que votre équipe soit un petit peu diminuée par cette débauche d'efforts de mercredi soir? Mais je pense avoir toujours dit que lorsqu'on veut être grand, on doit pouvoir jouer sur tous les tableaux. Toutes les grandes équipes jouent le championnat. Vous avez la Coupe d'Europe, vous avez la Coupe. Donc vous devez essayer de faire un maximum. J'estime que pour le moment, nous sommes en forme et que nous devons pouvoir gérer les trois. Bien que je pense que l'essentiel est d'abord, bien entendu, la Coupe d'Europe le 29 mai et aussi pouvoir assurer sa position pour le titre, ce qui n'est pas encore définitif. Mais vous croyez au Grand Chelem, vraiment? Non, ben, je ne pense même pas à ça. Pour moi, personnellement, on a donc un mois, c'est-à-dire 4 matchs difficiles. On a eu d'abord le Spartak de Moscou, puis ici en Coupe de France Paris, puis nous allons à Brest pour le championnat, puis nous avons Toulon. Puis nous avons une semaine d'interruption. Quelles sont les consignes, Raymond, que vous donnez à vos joueurs? C'est repos, entraînement On s'entraîne tous les jours. On s'entraîne tous les jours, une fois par jour pour le moment. Nous sommes maintenant au vert, disons, depuis dimanche passé, avant le match contre le Spartak de Moscou. Nous sommes rentrés un jour à la maison et puis bon, on est reparti et nous sommes maintenant jusqu'à mercredi soir après le match de Brest au vert. On revient à mercredi dernier, on voit tout de suite les images de votre qualification face à Moscou avec Christian Jean-Pierre et puis il sera également question de la qualification de l'Étoile Rouge, c'était à Belgrade face au Bayern avec Pascal Pro. Dernière marée humaine, dernier instant de folie pour cet ultime match de Coupe d'Europe disputé au stade Vélodrome. De nombreux photographes sont venus pour immortaliser 11 joueurs, 11 héros. À 30 secondes du coup d'envoi, Abedi Pelé est face à son destin, face à son public. Les spectateurs attendent depuis 16 heures les premiers dribbles, les premiers gris-gris du Ghanéen. Ils ne seront pas déçus. 20 minutes de jeu à peine, Chris Waddle dans ses œuvres, le ballon magique passera au ras de la lucarne de Tcherkessov. Qu'à cela ne tienne, 8 minutes plus tard, l'Anglais ouvre pour JPP dans l'axe. Le Spartak plie, mais ne rompt pas, du moins pas pour l'instant. 34e minute de jeu, nouveau coup franc de Waddle, déviation pleine de bon sens de JPP pour Abedi Pelé, une frappe du gauche meurtrière qui termine au fond des filets. Il ne peut désormais plus rien arriver aux Marseillais. Ici, comme sur tous les stades européens, les poteaux sont ronds. Oubliez les malheurs des Verts en 76. En seconde période, Chris Waddle jouera à son tour du poteau. Bing, les barres ne sont plus maudites. Boli a bien suivi 2-0. La fête à Basile commence.
Réaction soviétique. 10 minutes plus tard, Chalimov mène arrêt dans la surface de l'OM. Olmeta intervient d'une manière trop dure selon Monsieur Hackett. Mostovoy réduit le score 2-1. Mercredi, le Spartak aurait pu arracher le match nul sur cette frappe de Chalimov, mais il y avait Olmeta et son poteau. 22h18, le public explose, le terrain est pris d'assaut par les reporters et les photographes, difficile de se frayer un chemin. Olmeta vient ici saluer les supporters corses qui ont fait le déplacement. Moser et Boli, eux, ne sont plus là, ils sont partis sur un nuage. Regardez les Allemands dans la surface de réparation, ils s'effondrent tous les trois. Le Bayern est éliminé après une deuxième mi-temps étonnante et un match qui lui a entrouvert les portes de la finale. Effenberg, Augenthaler malheureux, console plus malheureux que lui. L'Étoile Rouge rencontrera Marseille. Première période et la force des Yougoslaves en action. Savicevic, le numéro 10, atout numéro 1 pour le stopper, une irrégularité. Gare aux conséquences et à la technique surélevée de quelques éléments. Exemple, le tireur de coup franc s'appelle Mihailovic. Oman est battu 1-0. Le ballon a-t-il été détourné? Impossible de répondre, même avec cette caméra placée derrière le but allemand. L'Étoile Rouge a le match en main. Il y a 15 jours, sa victoire à Munich avait assuré l'essentiel. 1-0 à la mi-temps. Plus grand-chose ne peut arriver. Pas si sûr. Coup franc pratiquement au même endroit, mais cette fois pour le Bayern. Augenthaler profite d'une monstrueuse erreur de Stojanovic. À l'origine, ça s'appelle ce qu'il a fait une arconada. Il existe désormais la version Barabé et puis aujourd'hui la variante Stojanovic. Les Allemands déchaînés sur la gauche, tout en blond, centre Effenberg. Et Beine, à la limite du hors-jeu, récupère 2 fois 2-1 et égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Il reste moins d'un quart d'heure. Et l'occasion qui pollue les nuits de Wolfhard depuis mercredi. Là encore, à la limite du hors-jeu, Wolfhard a fait l'appel de balle, intérieur du pied droit et extérieur du poteau. Effenberg a suivi, mais ne peut reprendre. Inquiétude dans le camp de l'Étoile Rouge. Il reste quelques secondes à jouer. Ce seront donc les prolongations. Un dernier raid toutefois des Rouges et Blancs. Savicevic, contré, récupération Prosinecki. En retrait, centre Mihailovic et Augenthaler Davis. Oman ne rattrape pas l'erreur. L'Étoile Rouge ira à Bari. Stojanovic tout à l'heure, Oman à l'instant. Les fautes incroyables à ce niveau surprennent toujours les observateurs, comme quoi la pression placée sur les joueurs les fait parfois craquer. Belgrade en liesse prend les poteaux en otage et en souvenir. 3 jours plus tard, c'était donc hier soir, toujours au stade Maracana de Belgrade pour le derby Étoile Rouge Partizan. Premier but à la 10e minute de Nashdowski. Il y aura un deuxième but de Prosinecki, puis un troisième ici même de Jukovic. Et ils sont toujours aussi doués techniquement, les Yougoslaves. En revanche, des problèmes de coup franc pour Stojanovic qui encaisse le seul but de cette rencontre du Partizan 3. Un score final, l'Étoile Rouge est devenu champion de Yougoslavie. À noter les incidents à l'issue de cette rencontre. Déclenchés tous par les supporters de Partizan, 46 personnes blessées, une interruption de match de 10 minutes. Les affrontements se sont poursuivis après la rencontre. Retour au Parc des Princes, retour à la Coupe d'Europe avec les autres. Comme vous y allez. Hein. On en rêve. Oui. Pas vous? Oui, mais c'est pas essentiel. Pour l'instant, c'est vraiment le doublé. C'est la Coupe d'Europe et le championnat. Et la Coupe de France, c'est leur truc à eux. Voilà, on a décidé de leur mettre aucune pression et de leur laisser les jouer, les matchs comme ils le sentent, avec une libération complète sur le plan de la pression ou de la tension morale. Bernard Tapie, 2 petites infos. Waddle, Papin seront encore Marseillais l'an prochain. Oui, mais ça, il faut vous mettre dans la tête que ça fait maintenant 2 ans que je le sais. Puisque Waddle, il a 4 ans de contrat. Et puis il va aller au bout. Et puis Jean-Pierre, il a encore 4 ans. Pourtant, vous êtes son confident, vous devriez savoir qu'il a 4 ans. Et qu'il n'est pas question qu'il parte l'année prochaine. Ni Moser. Ah non, on les garde tous. Ils nous régalent, ils s'entendent bien, ils sont complémentaires. On les garde tous. Bernard, ça veut dire que l'année prochaine, une plus grosse équipe encore à l'OM? On va essayer d'améliorer encore. Il y a toujours moyen de faire Qu'est-ce qu'on peut améliorer? un petit peu mieux.
le deuxième Claude Fasano de la Marseillaise. Philippe Vallès du Méridional, qui est en face avec sa jolie moustache. Et puis Alain Cohen de l'équipe Édition Sud. Édition Sud. Voilà, ce sont donc des garçons qui vous suivent au jour le jour, qui vous suivent vous, qui suivent vos projets à Marseille, qui suivent aussi la carrière de l'Olympique de Marseille. Vous avez d'excellentes relations donc avec les journalistes. Quelles sont vos relations aujourd'hui au sein de l'Olympique de Marseille? Au sein du club? Au sein du club. Oh, j'ai eu des relations très simples parce que j'ai une mission. Je ne suis pas responsable du terrain. Je ne suis plus responsable depuis déjà pas mal de temps. Donc j'ai une mission directe avec Bernard Tapie, celle d'essayer de construire le club. On a essayé ensemble de bâtir l'équipe. Quand il y a une équipe, il y a eu un petit embouteillage. Bernard m'a dit, il y a un entraîneur, il y a des joueurs, il y a une équipe. Maintenant, eh bien, essayer de construire le club, c'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans. Le banc de touche, vous l'avez quitté pas sans un petit pincement au cœur quand même? Je l'ai quitté parce que dans des conditions où fatalement il reste quelques cicatrices, on a toujours un petit peu le moral cabossé quand on quitte quelque chose, mais il faut aussi apprendre à vivre autrement. Il faut tous, on a besoin d'apprendre à vivre avec moins. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Marc, vous êtes passé architecte? Oui, j'ai d'autres intéressements, mais architecte, c'est dans un temps très court. Je pense qu'il y aura un autre moment où je vais avoir envie de remordre dans le ballon et dans le gazon. D'accord. Michel, après avoir été homme de banc, est devenu homme de dossier, oui. Si on regardait quelques images. On va regarder quelques images, Michel, des images qui concernent très directement, bien sûr, l'Olympique de Marseille. On va revivre un peu, en quelques images, ça va être rapide, par petits épisodes, comme ça, très très courts. Le passage devant Milan, le passage ici, d'ailleurs. Vous savez, à la fin, ils ont éteint la lumière. Hein. Le passage devant Moscou, à Moscou. Le passage... quelques images de l'Étoile Rouge, on n'en sait pas grand-chose. Hein. On verra tout à l'heure ce qu'en pense un joueur yougoslave qui joue en France, qui a une petite idée. Et puis, nous entendrons Christian Lopez, qui a vécu une belle aventure en 1976. On commence peut-être par le premier épisode. La panne de courant, oui. Enfin, il y a eu autre chose avant la panne de courant. Heureusement d'ailleurs. C'était donc devant Milan, au stade Vélodrome. Est-ce que vous pensez, là, on revoit les images, on les a vues et revues, est-ce que vous pensez la tête de Papin pour Waddle, but magnifique de Chris Waddle, est-ce que vous pensez que là, la carrière de l'Olympique de Marseille a pris est rentrée dans, je dirais, la 5e dimension? Oui, et ce sont toujours des coups comme cela qui font basculer le destin quelquefois d'une équipe. Mais ces moments sont éphémères, là, ça va très vite, mais pour préparer ces moments-là, il a fallu énormément de temps, c'est ce qu'on oublie. Donc une action comme cela, et c'est vrai que ça change totalement le destin de l'Olympique de Marseille, qui est d'un seul coup propulsé vers les sommets, alors que s'il n'y avait pas cette action d'éclat, eh bien, peut-être qu'on serait encore en train de ramer pour essayer de gagner une Coupe d'Europe. C'est là qu'on commence à vraiment y croire, là, déjà. Ah oui, bien, là c'est même une explosion pour y croire. Oui, explosion de joie, explosion des spots d'abord. Hein, et lorsque la lumière s'est complètement coupée, vous vous êtes dit, mais merde, c'est pas vrai, c'est le destin qui est contre nous. Enfin, nous, ça nous a un petit peu traversé l'esprit. Vous avez vu ce petit flottement? Avec Bernard Tapie, on ne savait pas exactement ce qui se passait. On était dans les loges, on a vu beaucoup de remue-ménage sur le terrain, d'indécision, et on ne savait pas trop, mais il n'y avait pas de quoi quand même être très inquiet, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même un petit peu de manœuvre de la part des Milanais qui essayaient de se raccrocher à un truc anodin pour essayer de renverser le cours du match. Après, il y a eu l'épisode moscovite. Michel, c'était pas évident non plus. Non, parce que c'est une équipe un petit peu inconnue, et puis qui avait quand même fait des résultats contre le Real, contre Naples, et une équipe jeune avec des internationaux, et ils sortaient de l'hiver et on ne savait pas trop où ils en étaient. Et donc, Amélie Pelé. Allez-y, Michel, continuez. Il a fallu d'abord créer quelque chose là-bas et battre les moscovites chez eux, c'était l'exploit. JPP, le deuxième. Là, un petit espoir qui revient au sein de cette équipe moscovite. Et puis, donc, le coup de grâce à la fin, grâce à Philippe Vercruijs. Donc là, déjà, moralement, on se dit, ça y est,
Milan est passé, Moscou est censé On ne l'être. voyait pas comment Moscou, avec ce retard, pouvait revenir chez nous et faire le coup du Real d'aller gagner 3-1. Quand on sait l'appétit des joueurs, l'appétit de l'Olympique de Marseille, l'appétit de Marseille pour cette Coupe d'Europe, il était impossible de laisser échapper cette qualification. Parce qu'avec un match aller dans ces conditions-là, et 2 semaines derrière, avant le match retour, il y a quand même un gros piège à éviter là. C'est le piège de la satisfaction, sursatisfaction, oui, mais confiance. Oui, mais quand on a déjà gagné plusieurs fois une compétition, on peut avoir un excès de confiance. Quand on ne l'a jamais gagné, en fait, on vit en permanence, en concentration, et on sait que rien n'est gagné jusqu'à la dernière minute. Ça s'apprend à gagner. Ça s'apprend tous les jours, et s'il y a des jeunes qui regardent, on apprend à gagner à l'entraînement. C'est l'entraînement qui est éducatif. C'est pas, le match est un moyen de contrôle, mais on apprend à gagner tous les jours sur un terrain. Ouais. Mais quand on dit, Michel, on les a battus 3-1 ou 3-0 ou 4-0, mais attention, il faut se méfier d'une bête blessée. C'est pas un petit peu une formule de politesse, une formule un petit peu de respect vis-à-vis d'un adversaire qu'on sait pratiquement mort? Est-ce que c'est bien sincère? C'est une formule, mais combien de pages du sport se sont écrites avec des renversements, avec des conneries, oui, avec des trucs inattendus. Et c'est vrai, comme vous dites, avec une connerie, avec une seconde d'inattention. Donc on sait que ça peut arriver, mais ça arrive une fois tous les 10 matchs. Ouais, il vaut mieux que ça arrive aux autres, de toute façon. Oui. Ouais, mais on y est tous passés. L'immédiat maintenant, Michel, c'est bien sûr c'est la finale. C'est ce que vous allez avoir en face. C'est une petite inconnue ou une inconnue? Moi, je dis toujours, pour habitude, l'équipe adverse est toujours une inconnue. Quand on a déjà sa propre équipe, un match à faire, encore plus quand c'est une finale, eh bien, on ne connaît pas tellement le rendement de son équipe. On ne sait pas ce qu'elle va donner. On a tous les espoirs, on sait qu'elle est bourrée de bonnes intentions, mais on ne sait pas ce qu'elle va donner. Alors comment voulez-vous, déjà ne sachant pas ce que va donner sa propre équipe, ce que peut donner l'équipe adverse, qui reste une inconnue, à beaucoup plus de facteurs. Donc une finale, et on le sait, ça reste toujours un match difficile à gérer, et heureusement d'ailleurs, c'est que tout peut arriver dans ces 90 minutes ou ces 120 minutes. Et puis de toute façon, Michel, si le football était une science exacte, ça se saurait depuis longtemps. Oui, le football, le sport en général. Bien, alors on va voir quelques images de l'étoile rouge de l'étoile rouge. On n'en a pas beaucoup, hein. Ils sont discrets ces garçons-là. Hein. Je pense qu'à Marseille, on est discrets. Il y a des internationaux qui sont pas tellement discrets. On va voir quelques images, Michel, et dessus, vous allez entendre un joueur yougoslave que vous connaissez peut-être, certainement, qui s'appelle Alexander Kristic, qui joue à Rodez, qui va rencontrer l'OM en Coupe de France, évidemment, en demi-finale de la Coupe de France, et qui, depuis Rodez, nous a donné son point de vue. Je vous jure que c'est Kristic. Il est depuis 3 ans en France, il a joué un peu à Orléans. Ne cherchez pas l'accent. Ne cherchez pas l'accent, il n'y en a pas, c'est tout à fait parfait. Écoutez, Alexander Kristic, c'est Jean Rességuier, notre bureau de Toulouse, qui l'a fait. Écoutez bien, il a joué au Partizan, lui, mais il connaît bien l'étoile rouge. Avec l'étoile rouge de Belgrade, en fait, c'est une équipe très jeune, mais elle est bourrée de qualité. Et donc, on peut s'attendre à tout, je veux dire. À la rigueur, Marseille peut en prendre 3, comme l'étoile rouge de Belgrade peut en prendre 3. Donc, tout dépendra du comportement de l'étoile rouge le jour du match. On ne sait pas. Enfin, moi, j'espère que l'étoile rouge va gagner, mais c'est vrai que Marseille est une équipe très, très solide, avec plus d'expérience, je pense, que l'étoile rouge de Belgrade. Je pense qu'ils sont quand même ils sont bien armés pour faire quelque chose, mais les autres, l'étoile rouge de Belgrade, je pense, imprévisibles, même si maintenant les Français les connaissent un peu mieux. Ils sont malgré tout imprévisibles, parce que je pense que sortir le Bayern de Munich, c'est quand même quelque chose. Comme vous dites qu'ils sont imprévisibles, c'est de par la jeunesse, de par la fougue, de par un Savicevic qui a éclaté durant toute cette Coupe d'Europe avec l'esprit de groupe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une équipe de jeunes, mais qui jouent ensemble déjà depuis quelques années, et qui vraiment, allez voir, disons, se font plaisir sur un terrain de football. Et ils jouent, en fait, ils jouent avec leurs qualités, c'est-à-dire avec les qualités, je pense, propres du footballeur yougoslave, hein, c'est-à-dire qu'ils jouent techniquement, ils se font plaisir, et là, en plus, il y a un collectif, donc je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à Bari. Voilà. L'impondérable dont on parlait. C'est pas un Yougoslave. Si, c'est Kristic, ça, il parle bien. Hein. Il y a Kristic qui a joué à Sochaux beaucoup plus longtemps, mais il parle... Ah, lui en plus, il a joué en Irlande. Et vous voyez, il a employé les mêmes mots que nous, il a dit tout peut arriver, et ils sont imprévisibles. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez bâtir quelque chose avec ça? Bien sûr. En 76, qui n'avait pas fondé d'espoir sur Saint-Étienne, sur les Verts?
Oui, mais il y avait les Verts qui avaient un élan fantastique, une France derrière, mais il y avait en face une équipe solide, expérimentée. Ce qu'il n'y a... oui, mais enfin, le match a basculé, vous vous souvenez sur quoi? Oui. Mais déjà, ce match-là, et pourtant, en face, c'était une équipe très, très solide. Et il a fallu peu de choses, l'épaisseur un poteau carré. Ou une tête carrée. Ou une tête carrée. Pour revenir, pour revivre un peu cette époque-là, Gérard, nous avons rencontré Christian Lopez. Un des grands de l'épopée. Oui, un des grands de l'épopée verte. Nous l'avons rencontré encore une nouvelle fois grâce à Harry Séguier, qui les a tous. Il doit habiter dans